Eh bien, amis internautes, bien le bonjour, ou bien le bonsoir plutôt d'ailleurs. Ravi de vous retrouver après ces quelques vacances courtes, quand même, faut bien l'avouer, de courtes vacances. L'équipe de JSF TV, ma foi, s'est octroyée un petit peu de farniente, entre guillemets. Alors, pour la reprise, eh bien, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez tous, amis internautes, et puis c'est bien, j'avais envie de l'inviter depuis un petit moment, et il va nous commenter un peu cette actualité un peu morose, un peu bizarre d'ailleurs, où on a l'impression d'ailleurs que tout est figé, que ce soit le conflit, la guerre insensée en Ukraine, ou que ce soit la guerre insensée au Proche-Orient. Tout semble figé, tout continue. Quant à la France, ma foi, on verra ça avec mon invité, parce que pour l'instant, évidemment, rien ne semble s'améliorer non plus. Allez, je vous fais pas languir plus que ça. Donc ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir Philippe Murer, économiste et cofondateur du mouvement politique citoyen. Bonsoir Claude et bonsoir à tous et bienvenue en cette rentrée de vacances pour beaucoup. Merci Philippe et bienvenue. Voilà, c'est un plaisir de toute façon de commencer cette saison. Allez, avec toi. Écoute, comme ça, c'est absolument parfait. Alors, peut-être avant de nous lancer dans l'actualité internationale puis l'actualité française, il serait peut-être utile de présenter le mouvement politique citoyen, puisque tu en es le cofondateur. Alors, je te laisse la parole. Merci Claude. Effectivement, je suis un des cofondateurs. Il a été fondé en juin 2024 et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, depuis 2019, donc maintenant, ça faisait déjà 5 ans en 2024, je travaille pour l'Union des souverainistes parce que sans Union des souverainistes, la France ne s'en sortira pas. On ne pourra pas imposer la sortie de l'Union européenne et tout le programme positif qui va avec. Euh, j'ai réussi à le faire pour l'élection présidentielle de 2022 parce qu'en décembre 2021, j'ai réuni chez moi Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, François Asselineau. François Asselineau a décliné complètement l'offre et Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan se sont unis avec aussi Charles-Henri Gallois. On a remplacé en fait Asselineau par Gallois et son mouvement. Le Cercle Aristote, moi-même, pour l'élection présidentielle de 2022 et les législatives qui ont suivi. Et depuis, c'est échec sur échec pour l'Union des souverainistes. On est dans la division, l'incapacité en 2024 même d'aller aux législatives, l'échec aux européennes complet, puisque Florian Philippot a fait 0,9, Asselineau a fait 1%, alors que les sondages montrent qu'il y a 36 à 40% de Français qui veulent le Frexit, la sortie de l'Union européenne. Donc après tous ces échecs, je me suis dit, ça suffit, ça fait 5 ans, on va cofonder un mouvement politique. Et la base, en fait, je vais te lire, Claude, et je vais lire en fait tout simplement ce qu'on avait dit à l'époque et qui n'a pas changé. Pourquoi le mouvement politique citoyen? C'est sur notre site internet depuis 2024. Les politiques ont trahi le peuple français. La France est au bord d'un effondrement économique, social et civilisationnel. Macron est un liquidateur. Les grands partis d'opposition n'ont ni courage ni projet pour la France. Les souverainistes sont divisés en de multiples petits partis affaiblis et s'auto-annihilent. Seul le peuple français peut sauver la France. Voilà pourquoi, avec Laurent Ninger et Olivier Piacentini, nous avons fondé ce mouvement, qui est un mouvement collectif. On a Franck Zeigard des Patriotes, le médecin qui s'est opposé au Covid et au vaccin, qui nous a rejoints, et beaucoup d'autres personnes qui nous ont rejoints. Il y en a encore d'autres qu'on va divulguer prochainement, parce qu'on est beaucoup plus fort quand on travaille en équipe. Le premier objet du MPC, je te le dis, et puis après on passe à la suite, le premier objet du MPC, c'était construire un programme avec les citoyens français pour régler toutes les crises qui affectent la France. Le proposer et le publier. Ça, c'est fait, ça a été fait. La publication a eu lieu en novembre de l'année dernière. On l'a présenté, notamment le 14 février, on a fait une grande réunion publique à Paris avec Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, Florian Philippot. Claude Janvier, d'ailleurs, est en conflit d'intérêt pour cette émission, je vous le dis. Parce qu'en fait, il a participé. Il fait partie des citoyens qui ont participé
notamment participer au programme économique avec 2 autres personnes. On a des policiers qui ont travaillé sur le problème de l'insécurité, des agriculteurs sur l'agriculture, des enseignants sur les problèmes de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, c'est un projet, c'est pas un projet fait par des têtes d'œufs d'énarques, c'est un projet fait par des professionnels, des gens qui sont dans la vie réelle, mais qui est extrêmement sérieux, extrêmement réaliste, et pour tout changer et régler les crises et les stress que supportent les Français. Hein, puisqu'il y a des crises partout, éducation, insécurité, agriculture, économie, rien ne fonctionne. Donc on est passé au deuxième objet aujourd'hui, puisque ce premier objet est fait, on l'a décidé dans notre Assemblée générale du mouvement politique citoyen le 14 février, c'est que maintenant l'objet c'est utiliser en fait tout le poids que nous avons avec nos adhérents, avec nos sympathisants, tout notre sérieux pour réunir tous les partis souverainistes pour l'élection présidentielle, législative et après, sachant que la force du mouvement souverainiste, sa faiblesse, c'est d'avoir du mal à passer dans les médias mainstream qui nous invisibilise. Sa force, c'est la capacité de proposition et de régler les stress, les crises, les problèmes des Français. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, je crois, Claude. Eh bien, merci pour la présentation. Alors, oui, c'est vrai, ça m'a fait sourire, le conflit d'intérêts. Mais on est des gens honnêtes, donc on dit quand on a travaillé ensemble sur un sujet et que tu m'interroges, je suis obligé de le dire. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que ça me fait sourire. Le conflit d'intérêts. Bon, je vous rassure, amis internautes, hein, c'était pour la bonne cause. Et d'ailleurs, j'ai été ravi de collaborer donc à ce projet. C'était d'ailleurs tout à fait gratuit. Hein, donc le conflit d'intérêts est très minime. Absolument, voilà. Oui. Tout le monde a travaillé gratuitement à ce projet. Voilà. Donc c'était un plaisir en tout cas, ça c'est clair. Alors, merci pour la présentation. On va avant peut-être d'attaquer la France, on va évidemment parler un peu de l'international. Est-ce que j'aimerais bien que tu nous parles un peu des conséquences économiques du blocage du détroit d'Ormuz parce que au-delà du fait que les États-Unis et Israël ont déclaré cette guerre insensée contre l'Iran, qui est un pays souverain d'ailleurs et qui n'a jamais enquiquiné ses voisins, d'ailleurs je le rappelle quand même, et qui n'a jamais envahi personne, tout d'un coup donc ces deux nations se sont mis en tête de détruire l'Iran, qui heureusement résiste. Mais en attendant, il y a ce blocage donc du détroit d'Ormuz et ce n'est pas perdu pour tout le monde, j'allais dire, puisque les armateurs se frottent les mains, puisqu'aujourd'hui, tenez-vous bien, amis internautes, pour un voyage qui coûtait à peu près 100 000 $ pour aller donc des pays de la péninsule arabique en Chine, par exemple, ça coûte aujourd'hui plus de 530 000 $ la journée, hein, le voyage, quoi, enfin le voyage. Donc, on voit bien que c'est pas perdu pour tout le monde. Donc, j'aimerais un peu ton avis là-dessus, Philippe. Alors, sur cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, tu es d'accord avec moi, je pense, en fait, Trump a tellement dit tout et n'importe quoi au nom des États-Unis qu'en fait, tout le monde s'en est désintéressé. En fait, toute personne n'a plus envie d'en entendre parler. Pourtant, il s'est passé des choses importantes et ça aura des conséquences économiques importantes pour les Français. Donc, tu as raison de poser la question. Effectivement, on a eu les USA qui ont attaqué l'Iran en pleine négociation, négociation. Le 28 février, alors que un jour avant, ils étaient à la table des négociations. Je fais un petit point sur où on est de la guerre très rapidement, avant de passer à l'économie, parce que c'est important. En fait, l'Iran a une armée moyenne. Hein, c'est un pays qui n'a pas la puissance des États-Unis, mais ils ont beaucoup de missiles de très haute qualité, des missiles hypersoniques, beaucoup de drones et des sous-marins de poche. En fait, c'est l'intelligence stratégique. Ils ont créé une armée spéciale pour défendre le détroit d'Ormuz. Les sous-marins de poche qui patrouillent, de 6 à 10 personnes, extrêmement silencieux, des missiles hypersoniques qui peuvent abattre tout bateau qui se rapproche des côtes. C'est pour ça que les Américains se sont retenus, ne sont jamais allés dans le détroit d'Ormuz, sont allés dans la mer d'Oman en face, et des drones. Voilà. Et ils ont été capables de tenir, en fait, face aux États-Unis avec une chose importante, une technologie supérieure sur les missiles. Ça, c'est extraordinaire parce que les États-Unis avaient l'habitude de dominer technologiquement le monde avec leurs produits militaires. Les technologies iraniennes sont supérieures et une intelligence stratégique. Alors, les États-Unis ont décidé, là, il y a 2 jours, et je pense que là, c'est fait pour durer, de dire on arrête la guerre complètement.
En fait, on fait un état de siège économique de l'Iran, on arrête la guerre. Donc en fait, il repasse à l'étape d'avant, finalement, avant qu'il soit en négociation, avec des sanctions économiques, mais qui cette fois-ci vont marcher. Donc c'est une forme d'aveu de défaite militaire, ou en tout cas de non-victoire des États-Unis. Et pour une première puissance mondiale, ne pas gagner une guerre, c'est une défaite, quoi, d'une certaine manière. Alors au programme, cette fois-ci, les sanctions économiques américaines vont marcher. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, Trump? Pression sur tous les pays, maximum. Cesser tous les échanges économiques et financiers avec l'Iran et couper toutes les ressources économiques et financières à l'Iran. Et pour le faire céder à la fin. Donc tous les pays seront poursuivis s'ils commercent avec l'Iran ou s'ils financent, s'ils travaillent au niveau financier avec l'Iran. Trump a carrément annoncé qu'ils seront expulsés du système dollar. Expulsés du système dollar. Même la Chine n'échappera pas aux sanctions des Américains, d'après Trump. Et le but, c'est de faire s'effondrer l'Iran. Donc, on est passé du bras de fer militaire au bras de fer économique. Bon, vu là, ce que vaut la parole des États-Unis depuis un an, on peut se poser la question s'il va tenir sa parole, Trump, parce qu'effectivement, voilà, il a dit tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il ira au bout là-dessus? Je pense qu'il peut pas y arriver. N'oublions pas que l'Iran peut commercer par la mer Caspienne, la mer intérieure, directement avec la Russie, qui tous les deux sont riverains de la mer Caspienne, et l'Iran peut commercer avec la Chine, qui a tout intérêt à le soutenir contre les États-Unis, par du fret, par le rail, en fait, tout simplement à l'intérieur du pays. Alors, l'état des lieux aujourd'hui économiques, c'est que le trafic, en fait, dans le détroit, c'est assez compliqué de savoir, mais grosso modo, il y a 30% des bateaux qui passent. Voilà. Les meilleurs spécialistes disent, il n'y a pas rien, il n'y a pas un trafic normal, mais il y a 20-30% des bateaux qui passent. On rappelle que le détroit d'Ormuz, c'est fondamental parce qu'il y passe du pétrole, mais aussi beaucoup d'essence et de diesel, puisque les pays du Golfe raffinent énormément pour le reste du monde, toute une partie de l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Un tiers des engrais mondiaux en termes d'engrais comme l'urée, des produits chimiques importants pour le monde, notamment le soufre et l'hélium, qui sont fondamentales pour les semi-conducteurs ou le soufre pour différentes choses, mais l'extraction de matières premières. Alors, effectivement, tu as raison. Qui est-ce qui gagne là-dedans? C'est les pétroliers qui ont gagné pas mal d'argent, puisque le pétrole a beaucoup monté, donc ceux qui possèdent les puits de pétrole, les raffineurs. En fait, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, je pense, de tous les temps, les raffineurs. Oui. Pour raffiner du diesel, ça gagne $100 par baril quand on raffine du diesel. On n'a jamais vu cela. C'est pour ça que le pétrole n'est qu'à $82, mais votre diesel est à 2,2 euros, parce que le diesel dans le monde est hyper cher. Et puis, les assureurs. Les autres pays, les pays qui sont les pays consommateurs ou les pays du Moyen-Orient perdent. Alors, les problèmes qu'on a, donc, c'est le prix, les problèmes les plus cruciaux, c'est le manque de diesel et d'essence, mais surtout de diesel, avec des prix extrêmement élevés par rapport au pétrole. On n'a jamais vu ça. Généralement, diesel à 2,20, c'est plutôt un pétrole à 110-120 $ le baril. Les stocks commerciaux et gouvernementaux américains ont été complètement vidés. Ce qui explique maintenant, ils sont extrêmement faibles, au plus bas de 40 ans, par exemple, pour les stocks du gouvernement américain. C'est ce qui explique que le pétrole est pas tant monté que ça, alors qu'en fait, il y a énormément de barils. Il y a 2/3 du pétrole qui manque et qui sortait du détroit d'Ormuz, donc 7 millions de barils par jour environ. L'autre conséquence que ça a, c'est que ça a détruit la demande. Ça a créé à la fois des pénuries particulières dans certaines régions du monde de diesel. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a eu des pénuries complètes de diesel. Les agriculteurs pouvaient pas faire tourner leurs machines à un moment donné. Moi, j'ai un voisin, sa fille est partie en Nouvelle-Zélande pour aller travailler chez les agriculteurs. Tu vois, elle avait 21 ans pour faire son stage de fin d'études et gagner un peu d'argent en Nouvelle-Zélande pour partir dans le monde entier. En fait, ils n'ont pas pu travailler parce que les agriculteurs avaient pratiquement plus de diesel pour fonctionner. Donc, il y a eu des pénuries localisées, mais très sévères. Et pourquoi? Mondialisation oblige. En fait, les pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie n'ont pas jugé utile de garder des raffineries. Donc, en fait, ils peuvent avoir du pétrole, mais ils peuvent plus avoir de diesel et d'essence. Voilà les dangers d'être pieds et poings liés à la mondialisation. Donc, ça a détruit la demande aussi. Il y a pas mal de pays où les prix très élevés, soit des engrais qui avaient doublé, soit du diesel, ont détruit une partie de la demande et ça crée effectivement évidemment un affaiblissement économique. Ce
qui est important de comprendre, c'est que contrairement à ce que pensaient tous les économistes de la planète et toutes les banques, en fait, le choc a été franchement amorti. Pour le moment, le choc n'avait pas été très violent, ça a été amorti par 4 choses. Les réserves stratégiques qui étaient assez hautes et qui ont été vidées, les stocks de pétrole commerciaux qui étaient assez élevés, une baisse de la consommation, soit avec une destruction de la demande ou des pénuries localisées, et des solutions logistiques qui ont été trouvées, qui ont été improvisées en fait pour transporter un peu de pétrole. Voilà. Par contre, si ça continue, ça va devenir extrêmement inquiétant et très embêtant pour l'Europe qui s'est privée, on en parlera plus tard, de l'énergie russe, donc du gaz russe, du diesel russe qui nous vendait de l'essence russe, du pétrole russe. En fait, on a un vrai problème de diesel et d'essence extrêmement cher en Europe parce qu'on sait aussi passer de beaucoup de raffineries. En France, tu vois, avec la mondialisation, le fait qu'il n'y ait pas de droit de douane sur l'essence, aucun protectionnisme, et ben nous aussi, on s'est mis à importer du diesel et de l'essence et on a fermé, sous Macron, la moitié des raffineries françaises. Et là, elle nous manque cruellement. Le gaz, il est multiplié par 2. Je ne sais pas si tu as suivi les prix du gaz multipliés par 2 par rapport à avant la guerre. On n'est pas dans les prix de 2022, 2023, mais dans des prix très très élevés. Et l'électricité, son prix sur le marché de l'électricité monte très fort. Donc, le prix de l'électricité risque de monter en janvier ou février 2027, puisque le prix de marché ne fait que monter en France et dans les autres pays européens. Et c'est là où on voit la catastrophe stratégique, parce qu'en fait, l'Europe, on se rappelle, avait dit, bon, on va se passer de gaz russe et de pétrole russe, on ira acheter le pétrole ou le gaz, notamment au Qatar, quoi. Et manque de chance, le Qatar, en fait, le gaz du Qatar est totalement bloqué. C'est le plus grand gazier du monde, si je me trompe pas, qui vend énormément de gaz naturel liquéfié. Et ce gaz est bloqué. Donc, c'est très embêtant. Et c'est à l'opposé de la politique gaullienne qui était de diversifier au maximum notre source d'approvisionnement. La France est mieux lotie que les autres pays européens parce qu'elle garde cette diversification une partie de la diversification de l'époque, la grande époque gaullienne. Et donc, on ne dépendait pas d'un seul pays. Quand un pays tombe, c'était pas un problème. Là, aujourd'hui, le Qatar qui tombe, c'est un problème pour l'Europe, dont les stocks de gaz sont extrêmement bas, notamment en Allemagne, très très bas, et le gaz très très cher. Ça a une influence très claire, c'est un appauvrissement très clair des Français, supplémentaire, et on le voit très clairement, des Européens en général. Quand je parle d'appauvrissement des Français, je vais te raconter une anecdote. Tu vois, tu le sais, puisque on a un deuxième conflit d'intérêts. Tu es venu dîner chez moi, parce que tu es mon voisin à 10 kilomètres. Donc, en fait, on s'est dit qu'on devait dîner ensemble. On a passé un repas d'ailleurs très sympathique. Voilà. C'était super sympa, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai déménagé et avant, j'utilisais des pellets de bois pour chauffer et là, je ne vais pas pouvoir le faire dans cette maison où j'habite. Donc en fait, j'ai dû vendre, j'avais 22 sacs à vendre. On les a mis en vente à 20% moins cher, tu vois, des sacs Total Energy, 20% moins cher que dans le commerce. On a eu 15 appels sur le Bon Coin en 2 jours. En fait, en 1 heure, c'était vendu. En fait, les gens, ils viennent, tu vois, pour économiser quelques pourcents, 20% sur 22 sacs de pelés avec leur voiture. Ils viennent chez toi, ils font 20 km aller, 20 km retour. On a eu des appels de partout, ce qui montre que les Français, en fait, tu vois, ils sont appauvris et ils essayent de se débrouiller avec les moyens du bord. Tu vois. Même d'acheter des pelés sur le Bon Coin. Tu vois, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est pareil aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, en apparence, ça va mieux, mais on a une économie en cas. Donc, on a les riches américains, c'est Wall Street qui le dit, hein, c'est pas, voilà. Les riches américains dont la fortune ne cesse d'augmenter, donc 10% les plus aisés, et les 90% autres qui n'arrêtent pas de voir leur niveau de vie dégringoler. Donc, les prix de l'essence très chers, de l'énergie, c'est un problème absolument majeur. Philippe, alors, pour les États-Unis, j'ai juste une petite question, parce que les États-Unis produisent beaucoup, comme tu le sais, du pétrole et du gaz de schiste sur leur sol. Mais ça suffit pas à compenser, si je comprends bien, le manque de pétrole et de gaz de la péninsule arabique. Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça compense, et tu as tout à fait raison, en fait, ça compense entre la production de pétrole de schiste qui a explosé aux États-Unis, de gaz, et le vidage des réserves stratégiques du gouvernement américain. En fait, les Américains ont vendu leur pétrole au monde entier. C'est devenu de très loin le premier exportateur mondial de pétrole. Le problème, c'est que ça enrichit, si tu veux, quelques boîtes pétrolières américaines, Exxon, Mobil, Chevron, etc. Et ça appauvrit toutes les autres, tous les Américains. Tu vois, donc c'est un déséquilibre. Ça appauvrit des gens déjà riches
et qui épargnent d'une certaine manière, qui vont pas investir plus, et ça enrichit ces gens-là, et ça appauvrit les personnes les plus pauvres qui se consomment moins, donc ça pose un vrai problème, tu vois. Alors, on aurait pu imaginer que ça allait faire péter la bulle de Wall Street. Hein. On rappelle que le Nasdaq était à 1000 en 2009, il est à 27 000. 27 000. Un des plus grands indices boursiers du monde. Le marché du S&P 500 ou du Dow Jones, lui, a fait x10. On était à 666 sur le marché du S&P 500. D'ailleurs, c'est marrant, 666, mais il me semble que c'est le niveau le plus bas qu'on ait vu. Et on est aujourd'hui à 7000. Voilà. Oui. Donc, on a fait x10 sur un des plus grands marchés du monde. Donc, on est dans une bulle complète, c'est une économie casino, une bulle complète sur les marchés financiers américains, même s'il y a des fondamentaux positifs, hein, mais c'est extrêmement cher. Ce qui a tiré une bulle d'investissement dans l'IA, qui est aujourd'hui 1000 milliards de dollars par an, à peu près, d'investissement aux États-Unis, ça tire énormément la croissance américaine et ça permet à tout ça de tenir. Mais cependant, tout ça est hyper brinque-ballant, si tu veux. Tu as peut-être vu la semaine dernière que Scott Bessent, le patron du Trésor américain, donc le ministre de l'économie américaine, en fait, est tellement inquiet par les taux d'intérêt élevés sur les obligations à 30 ans américaines qu'il a expliqué qu'en gros, il allait en acheter beaucoup plus pour tenir les taux d'intérêt et éviter qu'il y ait un problème sur les taux d'intérêt américains et donc un effondrement de la croissance. Tu vois, donc ils vont acheter des obligations. Les marchés financiers ont compris que, en fait, ils tiendront ce système économique qui marche sur une roue, sur 3 roues avec une roue crevée. Ils vont le tenir coûte que coûte, quitte à créer de la monnaie pour investir dans les obligations américaines, peut-être même dans les actions américaines. Pourquoi ? Parce que derrière, si tu veux, c'est la guerre de l'IA qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis veulent la gagner. S'il y a un crack de Wall Street, il n'y a plus d'investissement dans l'IA, c'est la Chine qui gagnera. Et autre chose, parce que là, il y a une catastrophe qui se profile aux États-Unis. Le déficit public américain, c'est 7% du PIB, beaucoup plus qu'en France. La dette publique américaine, c'est 125% du PIB. Si tu as une récession avec un dégonflement de la bulle de Wall Street, les États-Unis passent en marché émergent. C'est-à-dire qu'ils passent en marché où un État qui a un déficit public au-dessus de 10% du PIB, peut-être à 12% du PIB. Et là, c'est le statut de réserve mondiale du dollar. Donc, ils jouent tout en poursuivant jusqu'au bout le système, mais tout le monde sait que ça va planter. Les grandes entreprises gagnent, les autres perdent. Tu vois, les dividendes du CAC 40, c'est pareil en France, c'est 25 milliards d'euros en 2000. C'est aujourd'hui 100 milliards par an. Qui, en France, a vu son salaire faire x4 entre 2000 et 2025. Voilà. Donc, on est dans un système où les plus riches gagnent, les plus aisés gagnent, et les autres se partagent des miettes de plus en plus petites. C'est un système qui est totalement immoral. Moi, j'ai pas de problème pour le dire. Hein. On dit que je suis trop de droite parfois ou trop de gauche. Voilà, moi, je suis ni de droite ni de gauche, je suis gaulliste. C'est un système immoral quand il n'y a que les plus aisés qui encaissent la richesse et qui laissent des miettes de plus en plus petites aux autres. Et c'est un système qui ne pourra pas tenir et qui va imploser, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, bah, de toute façon, c'est excellemment bien résumé. Je crois que la dette américaine a dépassé les 40 000 milliards hein, de dollars. Et pour la première fois de l'histoire des États-Unis, je crois que ça a dépassé donc le PIB. 125%. C'est On ça. est à 125% du PIB. Ah ouais, non, la dette est intenable et les blogs de Wall Street que je suis pour suivre l'économie américaine et mondiale expliquent vraiment, savent que c'est pas tenable, que ce sera remboursé par de l'inflation. Toutes les dettes d'État aux États-Unis seront remboursées par de l'inflation. Je pense que ça sera le cas dans tout l'Occident, où les intérêts montent, pas seulement en France, mais dans tout l'Occident. Tout sera remboursé par de l'inflation. Et c'est pour ça que l'or est en train de s'envoler à nouveau, parce que tous les traders de Wall Street ont compris que ça sera par l'inflation que ça sera remboursé. Le seul actif qui tient dans ce cas-là, c'est l'or. Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que oui, l'or, l'argent, j'ai regardé ça, et le bitcoin et les crypto-monnaies en général montent bien. Très, très fort, quoi. Et là, on est dans un mouvement, tout le monde est persuadé sur les marchés financiers que la dette des États-Unis sera payée en monnaie de singe, les traders les plus sérieux de Wall Street. Et donc, il faut acheter de l'or pour se préserver. Voilà. C'est ça. En tout cas, pour peut-être en finir avec pour l'instant, momentanément, avec cette crise donc du détroit d'Ormuz, en tout cas, Total avait extraordinairement bien joué, puisque les traders de Total, via leur filiale à Genève, là, qui s'appelle TOTSA, si ma mémoire est bonne, avaient bien anticipé tout ça. Alors,
je me suis demandé s'il n'y avait pas un délit d'initié, parce qu'on n'est jamais trop sûr, mais en tout cas, ils avaient bien anticipé cette guerre insensée contre l'Iran. Et Total avait judicieusement investi bien avant donc le déchaînement contre l'Iran. Et du coup, Total se retrouve en très forte position, ce qui leur permet aujourd'hui d'ailleurs de conserver un prix pour l'essence relativement attractif en France, puisqu'on est toujours pour l'essence, je parle pour l'essence là, hein, on est toujours à 2 euros, quoi. 1,99, c'est quasiment 2 euros. Mais ce qui n'empêche pas Total de faire des super bénéfices. Donc c'est vrai que ces Ouais. traders de Total, là, ils ont quand même bien joué. Et contrairement aux gauchistes, moi, je me dis, bah, écoute, c'est plutôt sympa que Total ne profite pas de la crise pour vendre son essence le plus cher et fasse un cadeau, en fait, un petit cadeau aux Français. Ça a des Exact. avantages, ça a des désavantages, hein. C'est pas bon pour les pompistes indépendants, mais ce cadeau permet à pas mal de Français d'économiser alors qu'ils ont énormément de mal à payer leurs frais d'essence, quoi. Ah bah c'est exact, hein. Moi le premier, hein, je préfère m'arrêter chez Total, mettre de l'essence à 1,99, 2 euros, plutôt que d'aller chez le voisin et où ça va être à 2,10 demain. Je parle toujours pour l'essence là, hein. Quant Bien au sûr. diesel, j'ai même vu des prix de folie en France. J'ai vu à un moment donné une station, le litre de diesel était à 2,35. Ouais, Ah ouais. Hmm. Ah ouais, on est à 2,20 moyenne, je crois, hein, ouais, 2,23. c'est ça, devant en moyenne. Et je te dis, j'ai même vu une fois une pointe à 2,35, qui est là quand même. Ouais, mais il y a Ça des devient. internautes qui avaient montré dans Paris une station où c'était à 2,90, quoi, tu vois. Il y a quelques Ah mois oui, de bah ça. alors là, faut Hmm. vraiment être en panne ou faut vraiment avoir plus que 3 gouttes dans le réservoir pour mettre quelques litres. Parce que, hein. Bon, enfin, en tout cas, malheureusement, ce conflit, et malheureusement pour les civils d'ailleurs iraniens, parce que je pense que ce pays va un peu souffrir, et même beaucoup souffrir, parce que l'embargo, c'est de l'embargo, hein, quand même. Je sais bien que l'Iran va être aidé très certainement par la Fédération de Russie, bien sûr, et par la Chine, mais quand même, un embargo reste un embargo, et l'étranglement Ils ont l'habitude. économique made in USA, on le voit sur Cuba, hein, de toute façon, ils sont en Tu sais, train ils ont d'étrangler. l'habitude. Moi, j'étais allé en Iran en 2001, en fait, pour visiter Ouais, le pays, et il y avait des Peugeot partout. Peugeot était une des marques les plus vendues. Ils vendaient, en fait, toutes les pièces détachées, des voitures en pièces détachées, les Iraniens les assemblaient. Et c'était d'ailleurs un gros marché pour Peugeot qui gagnait pas mal sa vie là-bas. Et en fait, les Américains avaient imposé à Peugeot de ne plus vendre une voiture sous peine de prendre des amendes absolument gigantesques. Ce qui avait posé des problèmes à Peugeot. Mais tu vois, les Iraniens s'en sont sortis. Moi, je pense que bon, ils vont faire la pression, notamment pour que les Émirats Arabes Unis, et de toute manière, c'était pas leur intérêt maintenant, arrêtent de les aider financièrement à trouver des petites portes de sortie. Mais je pense qu'ils vont trouver des portes de sortie avec la Russie et la Chine. Franchement, ils ont tellement, ça fait 50 ans qu'ils vivent sous embargo. Je pense qu'ils c'est vont vrai, s'en sortir. c'est vrai. Mais écoute, je l'espère pour eux en tout cas, Moi parce aussi. que quand même, c'est bon, la malversation des anglo-saxons, on commence un peu à en avoir, et je m'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc, C'est vrai que c'était écoute, une guerre faite pour les femmes, hein, tu te rappelles, une guerre pour les femmes iraniennes et pour le peuple, hein, et finalement, ils vont affamer le peuple parce qu'ils n'ont pas gagné cette guerre, quoi. Voilà. c'est Donc, ça. Oui, c'est ouais, ils se ça. moquent de moi. Ils voulaient faire aussi tomber les ayatollahs. Bah, effectivement, ils n'ont rien fait tomber du tout. Ouais. Et pour preuve, d'ailleurs, puisque l'Iran continue, et d'ailleurs, je ne peux que manifester, je le fais souvent, d'ailleurs, un soutien inconditionnel au peuple iranien. Voilà, comme ça, c'est dit. Et je ne m'en cache pas. Alors, peut-être on peut survoler un peu le conflit russo-otanien via l'Ukraine, parce que ça, là aussi, bah, pour l'instant, ça s'enlise. On ne voit pas beaucoup de points de sortie, vu que nos dirigeants européens, comme Emmanuel Macron, le Premier ministre anglais, Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Madame Ursula von der Leyen se déchaînent encore toujours plus contre la Fédération de Russie, sans oublier Kaja Kallas d'ailleurs. Euh, un point peut-être, qu'est-ce que tu Intéressant penses ce que tu dis. En de fait, ce parce qu'en fait, conflit? c'est les dirigeants européens qui bloquent, même si les Absolument. Américains ne sont pas très positifs, mais ils bloquent complètement le conflit. Pourquoi? Parce que bon, la Russie, elle n'a pas fait une guerre éclair très clairement, elle a voulu économiser ses hommes. Mais en plus, elle s'est retrouvée face à une bataille de drones qui a tout gelé. Ça, on le sait, on C'est l'a vrai, compris. C'est pour c'est ça que vrai. ça avance
pas très vite, mais c'est aussi parce que la Russie économise ses hommes aussi. Ce qui est clair, c'est que les deux forteresses du Donbass, en fait, restent à prendre. Mais les Russes, maintenant, sont à 5-10 kilomètres de Slaviansk et Kramatorsk. Et quand ils prendront ça, parce que c'est quasiment certain qu'ils vont y arriver, ils ne font que progresser, normalement, ils ont récupéré les deux territoires russophones qu'ils voulaient, soit autonomes, mais Zelensky avait refusé en avril 2022, sur une malversation de Boris Johnson et des Américains, puisqu'il y avait un plan de paix qui était signé, qui était négocié et qui n'avait plus qu'à être signé. Mais les Russes, en fait, on sait que leur volonté, c'était de prendre ces deux zones majoritairement russophones après cet échec de la paix. Alors le problème, c'est que s'ils s'arrêtent, et c'est là où tu as raison, s'ils s'arrêtent, ils savent que le conflit va être gelé, que le régime de Kiev va se regonfler et prendra sa revanche aussi vite que possible. Sans compter que les anglo-saxons et les Européens, et les Français aussi, malheureusement, en tout cas pas les Français, mais les macronistes, ont mis la main sur la Moldavie. En fait, grosse influence sur la Moldavie. En Moldavie, il y a la moitié de la population qui est russophone, même chose. Il y a carrément une région qui est quasiment en sécession, qui est complètement russophone, c'est la Transnistrie. Et Poutine sait que s'il ne prend pas Odessa et s'il arrête la guerre en Ukraine, derrière, on va revenir, en fait, aller frapper les russophones, les régions russophones, d'une manière ou d'une autre, et notamment la Transnistrie. Et s'il prend Odessa, il fait la continuité territoriale avec la Russie jusqu'à la Transnistrie. Moi, je pense qu'il prendra Odessa. En tout cas, il essayera de prendre Odessa. Et donc, le conflit n'est pas arrêté encore parce qu'il sait que sinon, il va être embêté. Le régime de Kiev continuera. Voilà. Donc, et l'autre but aussi, c'est que comme les Russes, et je parle au nom des Russes, ont zéro confiance dans le régime de Kiev, qui est un proxy des Américains, pour eux, à 100%. Ce qu'ils veulent, c'est couper Kiev de la mer. En prenant Odessa aussi, ils coupent Kiev de la mer, ce qui fait que le pays pourra plus avoir aucune puissance, puisqu'il n'aura plus accès aux côtes. Ça sera un pays moignon d'une certaine manière, et il pourra pas faire de revanche possible parce qu'il n'aura plus d'accès à la mer. Ça sera très compliqué pour lui. Alors moi, j'ai l'impression quand même, Claude, tu vas me dire ce que tu en penses après, mais que on approche quand même d'une forme d'effondrement lent du régime de Kiev. J'ai fait un tweet dessus parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui ont été qui sont apparues sur le sujet. Bon, on sait qu'on a eu la guerre en profondeur où Kiev s'est amusé à taper Moscou, les raffineries et même des immeubles civils en profondeur, et que malheureusement pour eux, ils ont mal calculé parce que les Russes ayant beaucoup plus de puissance militaire, de missiles, de produits anti-drones, maintenant ils arrivent à arrêter 99% des frappes ukrainiennes en Russie, mais ils ont quasiment coupé l'accès à la mer à Kiev, quoi. En fait, les ports d'Odessa sont quasiment inutilisables, les ports de la mer Noire, pareil. Donc, en fait, ça pose des vrais problèmes économiques. Apparemment, il y a des vrais problèmes économiques. Je lisais un article d'Ukrainiens en Ukraine qui expliquait qu'il commençait à y avoir des pénuries de sucre et de choses comme ça, alors que c'est un grand pays agricole. Donc le pays me semble un peu désorganisé. Ça va créer par ricochet d'énormes problèmes budgétaires puisqu'ils pourront encore moins exporter leurs produits pour payer leur guerre. Là, Zelensky explique qu'il a besoin de 70 milliards, je crois, pour la fin de l'année et pour que son armée soit prête. 70 milliards d'euros. Donc, on est dans des montants gigantesques. Je pense que l'Europe peut plus lui donner suffisamment d'argent. On a des enquêtes de corruption dans son cercle rapproché, de plus en plus rapproché. Ça, c'est un problème. On a un grand média allemand, Berliner Zeitung, mainstream, qui parle de démission de Zelensky, qui serait la décision la plus judicieuse qu'il peut prendre. C'est du tout. On n'a jamais vu ça depuis le début de la guerre. On a son ex-ministre de la Défense, Fedorov, qui a démissionné. Ça a créé une crise politique qui demande des élections, qui demande la relance du processus démocratique en Ukraine. Il serait gagnant selon un sondage, comme Zalouzny contre lui. Ça fait beaucoup. On sent que le régime de Kiev est mal et on parle d'enrôler les femmes puisqu'il n'y a plus d'hommes. On n'a plus que 25 millions d'hommes d'Ukrainiens en Ukraine contre 50 millions il y a 20 ans de ça. Donc je pense que quand même il y a une grosse difficulté de Zelensky en ce moment et qu'on n'est pas très 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 loin d'un effondrement progressif du régime, quoi. Et en tout cas d'avancée rapide de la Russie.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah écoute, moi j'en pense que c'est effectivement possible. C'est possible parce qu'il y a un autre signe avant-coureur, enfin si je puis dire, c'est que BlackRock vient de relancer, donc parce qu'ils en avaient parlé, mais ça s'était un peu stoppé, vient de relancer un plan de reconstruction en Ukraine et de réhabilitation de 800 milliards quand même de dollars. Évidemment, BlackRock est en train de s'accaparer un bon nombre de ressources, tu t'en doutes, économiques, industrielles de l'Ukraine. Ils sont en train de s'accaparer évidemment énormément des terres agricoles, puisqu'il y a il y a les magnifiques terres noires en Ukraine qui sont quand même très très riches. Donc effectivement, si BlackRock est en train de relancer ce grand plan d'investissement en Ukraine, donc qui est quand même 800 milliards, ce qui est quand même pas rien, ça veut dire que peut-être, alors je mets ça quand même au Oui. conditionnel, ça peut vouloir indiquer un dénouement plus ou moins proche, quoi. Voilà. Mais tu vois ça Après, et la crise intérieure, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi au sentiment qu'en fait on arrive au bout du bout en Ukraine, quoi, en fait, hein. Donc c'est une question. Je dis c'est pas que j'ai fort la possible. solution, mais je me dis que et puis on voit l'armée russe avancer de plus en plus, et les Ukrainiens avoir de plus en plus de problèmes à recruter. S'ils proposent de recruter des femmes, Ah c'est bah oui, oui, que oui. c'est très compliqué, quoi. Voilà. Et le problème qu'on a, c'est les Européens qui sont absolument et la France qui nous montre. Enfin, la France, c'est pas la France. La France, elle n'est pas gouvernée par Macron, hein. C'est comme en 39-45, De Gaulle disait que la France était à Londres et que le gouvernement de Vichy est pas légitime. On est presque là-dedans parce que en fait Macron attise la guerre en Ukraine, veut absolument avec sa coalition des volontaires mettre des soldats français sur le sol ukrainien dès que possible, ce qui crée des risques de guerre avec la Russie. On n'a aucun intérêt, ni les Russes ni nous, de faire la guerre l'un contre l'autre de puissance nucléaire. Ça peut que mal finir. Et puis le vrai problème, c'est pourquoi font-ils ça? Parce que Macron est quelqu'un d'extrêmement tordu, et tous les macronistes aussi, et ils ne veulent pas reconnaître la faillite de leur stratégie, en fait, d'avoir appuyé l'Ukraine, d'avoir balancé. Moi, j'avais calculé en 2024, on était à 140 milliards de coûts pour la France, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, il y a les coûts Oui, oui, directs quand qui même. étaient relativement Oui, oui. faibles. Il y a C'était non. quelques dizaines de milliards d'euros qui sont des coûts directs, mais les coûts sur l'énergie pour faire, tu vois, pour que les gens puissent se payer du gaz ou de l'électricité quand c'était hyper cher, comment ils avaient appelé ça? Les amortisseurs sur l'énergie, je me rappelle plus, les chèques énergie, les chèques gaz, électricité, ça avait, en fait, pour les ménages modestes, ça avait coûté 100 milliards. Donc voilà. Donc ça avait coûté une fortune, et ça, ils peuvent pas le reconnaître. L'autre chose, c'est Non, que, vas-y, vas-y. oui, non, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le problème, je crois, des dirigeants européens, et notamment donc de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et puis Madame von der Leyen, c'est qu'ils sont assis aussi sur un énorme mensonge. Et d'ailleurs, pas que, je pense que tous les pays de l'OTAN sont assis sur un énorme mensonge, à savoir qu'ils ont tous fait l'impasse, ils font tous l'impasse, et les médias aussi d'ailleurs, sur le problème de l'idéologie quand même néo-nazie qui est toujours omniprésente en Ukraine et qui se développe de plus en plus et qui est complètement, je dirais, adoubée et protégée par nos médias hein, et par nos dirigeants. Et ça, c'est un mensonge parce qu'on nous a toujours dit, enfin, toi comme moi ou comme d'autres, on nous a toujours dit à l'école, je me souviens très bien, et je pense qu'on s'en souvient tous, que bah, le nazisme avait été vaincu en 1945. Or, il n'en est rien puisque cette idéologie délétère est toujours omniprésente en Ukraine, de par les bataillons Azov et Bravi Sector par exemple, mais aussi par les actes de Zelensky. Il n'y a pas longtemps, il a fait rapatrier les dépouilles de Melnik, du Luxembourg, qui est quand même quelqu'un qui a collaboré avec le Troisième Reich, et il l'a fait ramener en Dans le Ukraine. panthéon ukrainien. Euh, voilà, et il le traite en héros national, mais le gars, il a tué des gens, il a tué des gens avec le Troisième Reich, il a tué des Je juifs, il a tué t'interromps des... juste une seconde pour que les gens Vas-y, comprennent pourquoi il y a des nazis en Ukraine. Alors bon, déjà, il y en a vas-y. eu effectivement pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont revenus avec comme les bataillons Azov, des armes entre les mains. C'est parce qu'en fait, quand les Américains ont poussé Kiev à aller embêter les russophones du Donbass, qui étaient des Ukrainiens, hein, et Hum, voir aller faire la guerre contre eux, en fait, les soldats ukrainiens ne refusaient de le faire.
En fait, il y avait des suicides, les gens se démobilisaient, ne venaient pas, etc. Ils n'arrivaient pas à le gérer. Et c'est pour ça que, comme l'armée ukrainienne ne voulait pas le faire, ils ont créé ces milices, ils ont utilisé des néo-nazis, ils ont créé ces milices pour aller taper sur des Ukrainiens russophones. Il n'y a qu'eux qui l'acceptaient, tu vois. C'est comme ça ils sont montés, c'est comme ça qu'ils sont montés en puissance et qu'ils se sont retrouvés avec des armes entre les mains. Après, moi, je ne suis pas allé en Ukraine, donc pour moi, c'était quand même une idéologie extrémiste qui était très limitée, quoi. Tu vois, qui avait qu'une petite part de la population. Mais toi qui es allé en Ukraine, toi, tu penses qu'il y a une grosse part de la population qui est nazie? Moi, ça m'étonne un petit peu, je t'avoue. Écoute, je peux pas dire ça parce que en fait, je suis allé en Ukraine certes, mais c'est quand même au Donbass. Donc le Donbass était quand même là quand j'y suis allé sous la férule russe, hein, puisque on le sait. Donc après, moi j'ai pas vu évidemment à Donetsk ça, mais en revanche, je me souviens quand même du discours quand même incroyable de Poroshenko qui quand même c'est et là je vais le citer peut-être pas tout à fait in extenso comme il l'a dit, mais il a dit que simplement que nos enfants, en parlant des enfants ukrainiens, étudieront dans des écoles, etc., et que les enfants du Donbass, eh bien, ils iront dans les caves, quoi. C'est-à-dire ils n'auront droit qu'à vivre dans des caves, quoi. Je Alors, il connais l'a pas cette dit tout vidéo à et je fait l'ai comme fait ça, passer sur hein. Twitter, ça avait mis très mal à l'aise les journalistes mainstream. Bah voilà. Donc ça, si comme idéologie délétère, on peut pas trouver mieux quand même, hein. Ah, c'est Donc clair. alors évidemment, je suis pas allé à Kiev, mais je sais qu'à Kiev, et ça pour avoir rencontré des gens qui y sont allés avant avant quelques années, enfin avant au moins le lancement de l'opération militaire en 2022 par le président Poutine, mais je connais des gens qui sont allés à Kiev. Il y a quand même une rue Joseph Bandera, il y a la statue Oui. Bandera. Bandera, pour nos amis internautes qui ne connaîtraient pas, c'est quand même aussi un des héros nationaux ukrainiens qui collaborait avec le Troisième Reich et qui a exterminé des juifs, qui a exterminé des citoyens, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a quand même Ah, tout à fait. il y a un Ah, tout passé, à fait. quoi. Il y a un passé, et moi, ce qui me fascine, enfin, fascine entre guillemets, et dans le mauvais sens, la fascination, c'est que nos dirigeants font l'impasse là-dessus. Hop, il se passe rien, tout va bien en Alors qu'en fait, Ukraine. avant la guerre, il y a des articles du Guardian et de pas mal de journaux mainstream qui parlent de ces nazis, de ces bandes Azov néo-nazis, etc. Et après, elles n'existent plus, hein. Dès que la guerre a été Voilà, déclenchée, c'est elles ont ça. été oubliées et ça a été oublié. Alors pour finir sur la guerre, là où nos dirigeants sont malsains, c'est qu'ils veulent pas reconnaître leur faillite stratégique. Bon, ça on peut le comprendre, hein, et c'est pour ça qu'ils continuent jusqu'au dernier Ukrainien ou la dernière Ukrainienne à vouloir que cette guerre continue, alors que cette guerre est clairement perdue pour l'Ukraine, et plus ça traîne, plus l'Ukraine sera un État moignon qui sera incapable de vivre de lui-même ou dans des conditions extrêmement dures. Mais surtout, je crois que maintenant la guerre, c'est devenu un moyen pour eux pour camoufler le bilan catastrophique en fait qu'ont des Macron, qu'ont des Merz, le président allemand, tous les bilans catastrophiques en Europe, hein, puisque ça va mal dans pratiquement tous les pays d'Europe. Je crois que c'est pour camoufler leur bilan catastrophique qu'ils excitent cette idée de guerre contre la Russie, cette continuation de la guerre en Ukraine et cette situation exceptionnelle. Et maintenant, ils l'utilisent, et on en parlera plus tard, mais ça peut permettre de manipuler des élections en parlant sans cesse d'ingérence russe, voire de truquer des élections comme en Roumanie. Et on sait qu'un certain Thierry Breton a expliqué que si en Allemagne, en fait, la FD gagnait, fallait faire comme en Roumanie, grosso modo. Donc Ouais. ça leur permet de manipuler. Donc c'est pour ça que les dirigeants européens ont tendance, et c'est absolument lamentable, à vouloir continuer cette guerre pour leur intérêt personnel et certainement pas dans l'intérêt ni des Ukrainiens, ni des Russes, ni des Français. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Bon, écoute, affaire à suivre, bien évidemment. Alors, on va évidemment aborder le dernier tiers de cette émission avec la France. Et là, j'ai vu que tu avais posté un tweet récemment sur la dette française, un tweet assez long, hein, et très documenté, que d'ailleurs j'avais retweeté derrière. Eh ben écoute, puisque on parle de la France, de l'état où nous en sommes, hein, on va faire un petit bilan. Eh ben je te laisse la parole. Bilan de la Macronie. Bilan de la Macronie. Alors, bilan de la Macronie, c'est pas formidable, hein. C'est la catastrophe tout simplement dans tous les domaines, hein. Soyons clairs.
On a une explosion de la dette publique et du déficit public. Il a pris un déficit à 3% du PIB, on est à plus de 5%. La dette publique, elle est montée presque à 117% du PIB, ce qui est embêtant pour la France. Les faillites d'entreprises sont au plus haut encore. Ça ne fait Oui. qu'augmenter. On est au-dessus de 70 000 entreprises qui font faillite, et Oui. notamment maintenant des entreprises moyennes, quoi. Maintenant des grosses entreprises. Les ventes d'actifs stratégiques et d'entreprises stratégiques qu'a fait Macron, il a vendu des centaines, il a laissé vendre des centaines d'entreprises stratégiques pour les Français, et surtout un gros appauvrissement, clairement, des Français, très clairement. Des problèmes d'insécurité qui explosent, un enseignement qui n'arrête pas de partir au tapis, de moins en moins bon, et c'est pas les gamins qui ont rien envie de foutre, c'est le système de l'éducation nationale et d'enseignement qui est mauvais, la santé publique qui implose avec les hôpitaux, etc., le manque de médecins, les agriculteurs qui sont désespérés, qui disent qu'ils sont en train de crever, l'économie qui va très mal. En fait, rien ne va. Rien ne va dans le bilan de Macron. Pour l'Union européenne, il a donné tous les pouvoirs possibles à l'Union européenne. On est en train de parler du pouvoir de la défense et de l'armée européenne. Là, le général Gobard, qui est député européen, expliquait que ce général Gomard il y aurait un chef d'état-major de l'armée européenne et qu'il fallait que ce soit un Français. Non, il faut pas qu'il y ait d'armée européenne, tout simplement. On ne meurt pas que pour son pays et certainement pas pour un machin supranational. Autre chose, crédibilité internationale de la France complètement détruite par Macron en termes diplomatiques. On connaît les problèmes de la France avec l'Afrique où elle est décrédibilisée. Destruction de l'appareil d'État, c'est aller plus loin. Avec le Quai d'Orsay, en fait, tout le système du Quai d'Orsay, de la diplomatie française, qui était la deuxième du monde, qui est en train d'imploser et que Macron a détricoté. Et puis surtout la destruction de la confiance et des liens entre Français. Il y a une forme de solitude qui s'installe plus ou moins, alors pas forcément généralisée, et une manque de confiance et de lien entre Français. Voilà, et puis on finit par quand même ce qui est plus fondamental, c'est la guerre, volonté de guerre contre la Russie de Macron, hystérie anti-russe, et on finit par ces odieuses ingérences russes qui sont, alors qu'en fait, ce sont des tweets que personne ne voit, des posts que personne ne voit sur Facebook ou sur TikTok, mais on nous parle d'ingérence russe sans arrêt. On a clairement un psychopathe qui déteste les Français, qui est à la tête du pays, tout simplement. Ouais, alors le problème, c'est que les élections présidentielles, donc 2027, c'est demain, enfin c'est après-demain, hein, puisque le premier tour, je crois, c'est le 18 avril et le deuxième tour, c'est le c'est le 2 mai. Ouais. Donc, écoute, là, j'ai envie de te poser la question. Moi, ça me paraît, je sais même pas, ça me paraît un peu désert. Enfin, je vois pas bien qui pourrait prendre la main en 2027, qui pourrait vraiment changer le pays. Enfin, je C'est sais pas sûr ce que qu'on a tu en des penses. élections piégées. Alors, je vais un petit peu te répondre. On a Oui, des élections piégées avec cette propagande systématique sur les ingérences russes qui permettent d'abord d'éviter le débat public sur le bilan de Macron qu'on a vu et des macronistes, hein, Attal, Philippe et puis Retailleau, hein, qui a fait partie du gouvernement Macron, du PS. D'ailleurs, les LR sont encore chez Macron, hein, donc c'est quand même un peu des macronistes. Donc, éviter le débat, c'est hystériser avec ces ingérences russes, cette guerre en Russie, pour éviter le bilan. Censure des réseaux sociaux pour éviter, parce qu'ils ne peuvent plus maintenant tenir le pouvoir que si, en fait, il y a des speakerines sur les médias mainstream qui leur cirent les pompes, quoi, très clairement. Le bloc central est en déshérence complète. Pourquoi les ingérences russes? En fait, ça permet de victimiser les candidats, comme Attal et Philippe, en disant, ah, ils sont victimes d'ingérences russes qui, en fait, on ne les voit pas, hein, personne ne les voit. D'ailleurs, RTL a expliqué qu'il y avait que quelques milliers de personnes qui les avaient vus. Ah oui, bah oui, quelques milliers de personnes sur 65 millions de Français, on voit bien que ça n'a. Soit les Russes sont nuls, soit en fait c'est un faux narratif et c'est un truc qui est monté pour faire parler, quoi. La deuxième chose, ça fait parler d'eux, d'Attal et de Philippe, et ça leur permet de parler dans les médias. Glucksmann aussi, ça annule le débat public et ça permet de manipuler l'élection. C'est-à-dire que ils sont en train d'encaisser, en fait, de dire il y a des ingérences russes, et à la fin, ils pourraient truquer les élections, voire les manipuler si le résultat ne leur va pas. Je pense que ça sera quand même très compliqué pour eux de le faire. Ils n'ont pas toute la police avec eux, et s'ils voulaient faire à la roumaine annuler l'élection, par exemple, de Marine Le Pen pour dire bah non, c'est Édouard Philippe qui a gagné parce qu'il y avait les ingérences russes de Marine, pour Marine, je pense que ça passerait pas, franchement. Je pense que ça pourrait pas passer. Donc on a un bloc central, en fait, si tu veux, qui est en totale déliquescence. Donc Macronie, PS, LR.
Leur objectif, c'est la fin de la France. Bruno Le Maire, alors vous allez me dire, mais il est fou de dire ça. Bruno Le Maire a fait tout un travail qui a été relayé par le Figaro, où il explique qu'il faut une fusion des 6 États des 6 pays que sont l'Italie, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Hollande et l'Espagne. Fusion avec une seule capitale que décideront les citoyens, mais une seule capitale, et en fait un seul appareil d'État pour les 6 pays. Voilà, donc c'est la fin de la France. On y arrive, oui, c'est l'État fédéral européen, on y arrive. Nous y sommes, quoi. Ouais, mais l'État fédéral européen, c'est la fin de la France. Tu vois, il n'y a plus d'État Ah français, bah il n'y a c'est plus de clair, gouvernement, c'est c'est clair. une police européenne. En fait, voilà, dans les manifestations, ce sera peut-être un Polonais qui viendra taper sur un Français. Voilà, donc voilà, ça c'est leur truc. Alors mon scénario probable, je vais te dire moi comme je vois les choses. Alors, clairement, on a le RN à 35%. Les Français ont décidé, on les a pas essayés, donc on veut les essayer. Et je pense que cette décision-là, elle est très forte, très ancrée. Donc le RN est entre 34 et 37 selon les sondages. Ça, c'est le premier point. Ils seront au deuxième tour très, très probablement. Regardons ce qui se passe à gauche. Ça, c'est important. On a Mélenchon, qui a bien joué sa campagne, qui a 17% et qui va aspirer toute la gauche. Parce que Glucksmann a beau se présenter, il est à 10 points. Mais la gauche, tu vois, on est dans une mécanique de vote utile. La gauche, elle est très faible. C'est 30% des Français. Donc, si tu veux, à partir du moment où Mélenchon a la majorité de ça, 17 points, il peut plus être rattrapé par Glucksmann. Ça paraît impossible, à moins qu'il se passe des événements incroyables. Hein. Il peut pas être rattrapé. Donc, je pense que la gauche partira derrière Mélenchon. Autre chose, l'extrême centre. Quand tu regardes Philippe, Attal, Retailleau, Glucksmann, ils ont des scores minuscules. Oui, c'est Retailleau mineur. est à 6 points, Mm. Glucksmann est à 10, et Philippe et Attal, ils sont à 17 points eux deux. Hein, parce qu'en fait, il y a des sondages où tu as Philippe à 17%, mais parce que en fait, on a retiré Attal de la liste. Hein, tu vois, Ouais. on est Ouais. dans une présentation de sondage truqué. Ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils ont peur, c'est ils veulent éviter un duel RN-Mélenchon, Ouais. RN-LFI, au deuxième tour. Parce que ça, ils peuvent plus rien contrôler et c'est la logique. On change complètement de système. En tout cas, de personnalité politique, et ça, ils en ont très peur. Et ils auraient une certitude de perdre au deuxième tour, ils y seraient pas présents. Donc ça, ils veulent l'éviter à tout prix. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, tout simplement? Ils vont unir Philippe et Attal, mais probablement aussi Retailleau et Glucksmann. On risque d'avoir tous les candidats en un, au maximum 2 candidats du bloc central, ou alors toutes les candidatures qui fusionnent en une seule, pour qu'ils soient au deuxième tour contre le RN. Je pense ils vont faire ça. C'est ça qu'on va avoir, si tu veux. Et si tu réfléchis, s'ils traînent trop pour faire ça, et que les sondages commencent à être à 6 points, tu vois, pour Retailleau, 7-8 points pour Glucksmann en dessous de 10, que Philippe et Attal, ça se dégrade, ils vont apparaître pour des losers. Donc en fait, ça peut arriver relativement vite, même peut-être avant la fin de l'année 2026, qu'il commence à y avoir des fusions des candidats du bloc central pour faire en fait un parti unique, le parti unique européen en fait qui aurait son candidat. Alors attends, tu penses que la gauche quand même va s'unir derrière Mélenchon parce que toute la gauche n'est pas d'accord avec Mélenchon, donc de la LFI, puisque toute la gauche ne partage pas la position donc de la LFI, quand même, qui est pro-palestinienne et donc qui est anti-Benjamin Netanyahou, quoi. Toute la gauche est Enfin, bien loin Europe de... Écologie Les Verts, tu es d'accord avec moi, ils ont pratiquement les mêmes positions et Ouais, ils ont très envie d'aller avec LFI. Ils se posent la question de leur intérêt personnel. Mais oui, leurs idées, c'est plutôt LFI. T'as raison. La gauche, si tu veux, c'est pas la gauche, c'est pas Glucksmann qui va se mettre derrière LFI. Mais si tu veux, c'est les électeurs de gauche qui, pour avoir un candidat au deuxième tour en face du bloc central ou du RN, et pour arriver au deuxième tour, vont voter utile pour Mélenchon de plus en plus, jusqu'au moment où si, tu vois, Glucksmann est dépouillé et se retrouve à 6-7%, bah, qu'est-ce qu'il pourra faire? En fait, finalement, aller dans le bateau du bloc central, virer sa candidature et tous ensemble dans le bloc central. C'est un autre avantage, si tu veux ça aussi. C'est vrai que c'est foireux, c'est dangereux pour eux, mais ça permet d'assurer des candidats aux législatives, tu vois, où ils vont tous se déporter les uns pour les autres, tout ce bloc central, avec plus de candidats et plus de députés socialistes, LR, etc. Tu sais que c'est ça qui compte pour eux. ouais. Alors, le problème, c'est que quand on entend un peu certains membres de la LFI, par exemple, ils ne permettront pas, et ils le disent, hein, que le RN soit au pouvoir. Ce qui tendrait à induire, en fait, que si jamais
admettons que Marine Le Pen soit élue, il y aurait tellement de manifestations dans les rues anti-RN. Les Black Blocs seraient donc de sortie, il y aurait un déchaînement de violence. Et est-ce que la situation de la France, voilà, c'est ça un peu qui est à craindre. C'est clair. Alors, si le RN arrivera au pouvoir, moi j'étais au RN de 2014 à 2017, quand Marine Le Pen était pour la sortie de l'Union européenne. Hein. J'étais même sur les plateaux, vous voyez, de TF1 dans les coulisses avec David Racheline, Florian Philippot, Louis Alliot, etc. Du débat Marine Le Pen-Macron. Marine Le Pen pourra rien faire hein, si elle sort pas de l'Union européenne. Elle n'aura pas de manette économique, rien pour sauver l'agriculture. Donc tout ce qu'elle pourra faire, c'est rétablir un peu l'insécurité si elle gère bien, même pas mal, mais elle a vraiment un jeu de cartes très très mauvais. Donc ça va vite partir en vrille pour elle en termes de sondage. Alors, la question que tu poses, c'est est-ce que oui, il y aura effectivement des gens LFI qui a dit qu'ils s'opposeraient, mais je vais te dire, s'il y a un candidat qui s'oppose aux élections, il y a un moment donné, il faut être clair avec eux. Il faut leur dire, voilà, si vous opposez à une élection qui est régulière d'un candidat, à un moment donné, si vous mettez trop de bordel dans la rue, on va devoir vous dissoudre. Oui, non, mais attends, la démocratie, c'est d'accepter les élections. Si tu appelles officiellement le peuple à se battre, etc., déjà, tu peux dire à LFI, arrêtez vos conneries, on va vous dissoudre. Les Black Blocs, on sait très bien qu'ils sont connus. Xavier Roffort en parle régulièrement. On connaît tous les Black Blocs. C'est des fils de bourgeois qui habitent à Paris, à Montpellier, à Lyon, Marseille, etc. On sait où ils habitent. Et ben, si tu veux, ça va être facile de les trouver, de les mettre en tôle. Et je veux dire, c'est pas des courageux. Hein, c'est donc tu en mets quelques-uns en tôle, ça va vite se calmer. Il va falloir qu'ils gèrent ça intelligemment. Voilà. Oui, voilà. Il va falloir le gérer intelligemment parce qu'il y a aussi les syndicats qui ont promis de paralyser le pays si jamais effectivement le RN est au pouvoir. Donc ils ont promis ça, je ne l'ai pas entendu ça. Oui. Il me semble que je l'ai entendu, moi. C'est peut-être pas. Alors, je l'ai peut-être pas entendu là récemment, mais il me semble que je l'ai déjà entendu quand il y a eu le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron 2022. Il me semble que les syndicats, certains syndicalistes avaient promis que de toute façon, parce que c'est ça, je pense que, alors après, affaire à suivre, hein, de toute façon, nous n'y sommes pas encore, mais c'est vrai que... Il va falloir à la fois de la fermeté, savoir trancher, tu vois, et en même temps de l'intelligence et de la ruse, quoi. Mais il faudra de la fermeté et trancher. Après, on verra. Moi, je suis pas au RN, hein, je veux dire, je l'ai quitté parce que à partir du moment où on ne veut pas sortir de l'Union européenne, on va trahir la France forcément, donc je n'ai aucun intérêt à y rester. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Hein, je veux dire, je suis pas dans leur petit papier, mais ils ont intérêt à prévoir leur coup parce qu'ils auront à la fois la rue qui va être contre une partie de la rue instrumentalisée qui sera contre eux, et ils auront le Conseil constitutionnel, etc., qui sera contre eux. Donc ils ont intérêt à bien travailler. Mais tout ça, ça se gère, tu vois, parce que on est beaucoup dans la rage et dans le désespoir, tu vois, sur les réseaux sociaux. Par exemple, les nominations de Macron à la Banque de France. Il suffit de changer la loi de nomination du gouverneur de la Banque de France et tu nommes qui tu veux. Ce qui est logique, hein. Le président est là pour nommer, et le parti politique qui a gagné les élections présidentielles et législatives pour nommer les gens dont ils ont besoin à la tête de l'État. À la Cour des comptes, tu peux aussi changer la loi pour nommer qui tu veux et virer Amélie de Montchalin, si tu veux. Tu vois, il faut quand même bien le comprendre. C'est la loi qui le décide, donc tu peux très bien changer la loi pour dire que tu peux changer en cours de route. Et comme ce ne sont pas des gens neutres, tu vas les virer pour mettre des gens qui sont neutres, quoi, tout simplement. D'ailleurs, si tu es intelligent, tu mets pas des gens de ton parti à toi, tu mets des gens qui sont neutres, qui sont clean, qui sont propres, et à ce moment-là, tu as la France avec toi, hein, tu vois. Donc, effectivement. Ça c'est clair. Alors, j'avais envie de parler. Vas-y, pardon. Non, j'avais une dernière question parce que sur la France, parce qu'il y a aussi l'hypothèse, et ça circule un peu qu'Emmanuel Macron voudrait quand même essayer de se maintenir à son poste, en invoquant peut-être un article 16 si jamais la situation en France se dégradait, etc. Alors, à tort, vrai ou pas vrai, j'allais dire. Enfin, il y a toujours un peu cette espèce d'épée de Damoclès, quoi, au-dessus, où on ne sait pas trop. Parce qu'Emmanuel Macron l'a déclaré à plusieurs reprises. Hein, deux quinquennats pour un président, c'est une funeste connerie. Et je cite ces termes. Hein, il s'est exprimé comme ça. Tout à fait juste. Il a fait fuiter l'histoire de l'article 16
Je crois que c'était en juillet 2024 dans les médias, Ouais, qui ouais, pourrait ouais, être utilisé. Après, tu sais, là, il arrive en fin de règne. Les gens savent qu'il est en fin de règne, donc les gens ouais. l'appuient de moins en moins, très clairement, parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de lui, tout simplement. Hein, point de vue très égoïste. Donc, il a beaucoup moins de pouvoir sur les gens. Est-ce qu'il pourrait prendre l'article 16 pour continuer à gouverner? Écoute, s'il n'y a pas de guerre, je pense que ça sera une catastrophe s'il fait ça. Catastrophe pour lui. Ça sera très mal accepté. Et puis l'article 16, tu dois rendre compte et il sera obligé de partir. Donc je pense que c'est compliqué, sauf s'il réussit à faire une guerre avec la Russie. Dans ce cas-là, beaucoup de choses peuvent se faire. Mais franchement, j'y crois moyen qu'on puisse arrêter. Ils arriveront, j'espère pas, à faire une guerre avec la Russie. Je ne le pense pas d'ici là. Ils n'arrivent pas à tout à faire, tu vois. On a l'impression, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout puissants. Ils ont voulu interdire les réseaux sociaux avec cette loi pour le 1er septembre. Finalement, même le Conseil constitutionnel avec Oui, Richard Ferrand a dit non. Tu vois, oui, c'est alors vrai, que tout le c'est monde vrai. aurait dit oui, mais Richard Ferrand va le faire passer. Tu vois, les choses sont pas simples. Ils auront du mal à le faire passer d'ailleurs avant 2027. Ça va être compliqué pour eux, donc ils n'ont pas tous les pouvoirs. Macron, oui, il est tenté de le faire. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va le faire? Je le crois moins. Et il aura beaucoup de gens qui lui diront ne le fais surtout pas. Quoi. Maintenant, on a quelqu'un qui est très déséquilibré au niveau psychologique. Tu vois, donc je sais pas. Ah, Je voulais c'est dire un sûr. petit mot des souverainistes parce Vas-y, que ça vas-y, vas-y, côté vas-y, vas-y. souverainiste, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très dommage parce qu'il y a de plus en plus avec le Mercosur, tu vois, tout le monde a compris que l'Union européenne abattait nos paysans. Donc ça donne encore plus de poids aux souverainistes et aux Français. Moi, j'entends de plus en plus de Français qui n'étaient pas souverainistes qui disent maintenant, faut sortir de l'Union européenne, ça suffit. L'Union européenne flingue nos agriculteurs, flingue notre pouvoir d'achat avec le coût de l'énergie, flingue les entreprises, etc. Avec les normes. Donc, on a un vrai problème chez les souverainistes puisqu'on a un potentiel électoral de 36-40% de gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Vous pouvez les chercher sur Google ou sur ChatGPT si vous voulez. Vous allez trouver les 2 sondages de 2024 qui posent la question aux Français. Euh, la question maintenant, la politique, ça se fait à travers des réalités. Donc, on est complètement divisé. Ça, c'est une catastrophe. Moi, j'en suis absolument écœuré parce que c'est le dernier moment pour conserver nos libertés. Surtout Ouais. pas avoir de bloc central et surtout, il faut commencer à préparer la sortie de l'Union européenne. Alors maintenant, la politique, c'est des réalités. Ça se fait à partir des réalités. Alors, qui est-ce qui peut avoir ces parrainages pour l'élection présidentielle? Parce que tu sais que c'est très compliqué d'avoir 500 parrainages de maires Ça, ou c'est vrai. d'élus, Ouais. de sénateurs, de députés, etc. Et c'est compliqué Non, d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, c'est compliqué depuis François Hollande, depuis qu'il a fait voter sa loi, parce qu'avant, en fait, les maires pouvaient parrainer qui ils voulaient et ça restait anonyme. La Hollande a fait passer une loi qui, effectivement, met au grand jour le parrainage donc des maires, et ça veut dire que bah, les maires hésitent effectivement à parrainer quelqu'un qui serait jugé un petit peu trop extrémiste, parce que le maire de la commune en question se dit oui, mais alors moi je vais me flinguer. Si je parraine lui, je vais me flinguer donc le il n'y aura pas de financement, subvention pour ma commune. Je vais rater voilà, toutes les la communauté de subventions. communes, etc., etc. Merci, Monsieur François Hollande. Mais ça, il l'a fait à dessein d'ailleurs, c'est sûr. Exactement, un petit coup complètement scandaleux. L'autre coup qu'ils avaient fait sous François Hollande, c'est, tu sais, il y avait un mois d'égalité du temps de parole entre tous les candidats. Un Oui, mois. je me On souviens, est oui, c'est vrai. passé, je crois, une semaine ou 2 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Qui change tout parce que à une semaine ou 2 semaines, les votes sont cristallisés. En fait, ça change plus grand chose. Par Mm. contre, ça avait tellement d'impact qu'ils avaient changé. Et j'ai entendu une émission de radio entre plusieurs éditorialistes mainstream, je ne sais plus qui c'était, hein, mais je me rappelle très clairement, où ils disaient on veut plus jamais que les plus petits candidats parlent aux Français comme ça s'est passé en 2012. Donc on change la loi. Tu vois, donc les 2 lois ont été changées C'est ça. en même temps par Hollande. De toute manière, le PS, voilà, c'est un parti d'une pourriture, mais on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, c'est un parti vraiment terrible, terrible, qui fait beaucoup de mal à la France. Donc, qui est-ce qui peut avoir ces parrainages? De Villiers ou Nicolas Dupont-Aignan, soyons clairs. Et Mm. il y a que 2 qui peuvent les avoir. Je pense que Juan Branco peut pas les avoir. On verra, hein, mais ça m'étonnerait beaucoup. En plus, il faut se déplacer dans les régions, il faut avoir des Oui, équipes, il faut y bien aller sûr. toi-même, c'est très très lourd. Je pense que Kuzmanovic va même pas les chercher. Asselineau en avait eu 250 en 2022. Ça m'étonnerait fort qu'il les ait. Donc, et Philippot en avait eu une en 2022, alors qu'il en avait cherché, je le sais, dans certains départements, puisque je connais des militants qui ont fait tous les maires du département, qui ont vu tous les maires du département et qui n'en ont pas obtenu.
Donc Florian Philippot ne peut pas avoir ces signatures. Donc on se retrouve avec NDA et De Villiers. Donc voilà, c'est la logique. Aujourd'hui, soyons factuels encore, hein, je reste dans le pur factuel froid. De Villiers, on voit bien qu'il a de moins en moins envie de se présenter. En tout cas, il donne aucun signal qu'il va se présenter. S'il se présentait, ça deviendrait de plus en plus surprenant. Mais bon, voyons. En fait, ce que je pense qui est fondamental, c'est que maintenant, on se fasse une réunion tous ensemble entre Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Poisson, le Cercle Aristote, le MPC. Pourquoi pas Asselineau s'il veut? Il veut jamais, mais bon, on peut quand même l'appeler pour qu'on ait une union pour les présidentielles, pour les législatives et pour après. Parce que l'important, c'est qu'on ait notre destin lié. Il faut que les militants puissent voter dans 2 ans pour un parti qui englobe l'ensemble des souverainistes et pour dire c'est ça le chef des souverainistes. Comme ça, tout le monde a sa chance de gagner. On part au présidentiel tous ensemble, aux législatives, et là, on peut faire un score. Et si on fait un score, si tu veux, un bon score, 5-10% au-delà, eh bien à ce moment-là, forcément, on aura déjà des subventions pour faire vivre les partis et pour pouvoir travailler bien et embaucher des gens, première chose, parce que on peut pas faire bosser que des gens gratuitement, c'est pas simple. Et la deuxième chose, encore plus important, c'est que si tu as 5%, tu vois, aux législatives, à ce moment-là, les médias mainstream sont obligés de passer dans le débat. Comme Marine Le Pen, si elle est élue, va complètement rater sa présidentielle, à ce moment-là, tu as une bascule gigantesque des 17% de Français qui sont souverainistes et qui votent pour Marine. Il y a la moitié des gens qui votent pour Marine qui veulent faire le Frexit, hein, d'après plusieurs sondages. Et pareil, chez Reconquête, c'est encore plus étonnant. Donc, tu as ces gens-là qui peuvent basculer vers les souverainistes très rapidement. Et là, on rentre dans une dynamique complètement différente où on peut sortir de l'Union européenne. De toute manière, il n'y a pas d'autre choix. La rue, on aura les centaures contre nous. Moi, les gens me disent, je crois pas aux élections, c'est la rue. Ah ouais, mais la rue, tu auras les centaures contre toi. Les tanks de la gendarmerie, tu vois. Donc, ça va être très compliqué. À la rigueur, les gendarmes, si tu veux, la rue peut prendre le pouvoir si jamais ils truquent les élections. Ça, je pense que la rue peut prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ils volent des élections à un candidat quelconque, l'extrême centre. À ce moment-là, les gendarmes, l'armée, la police les défendra pas, tu vois. Mais hormis ce cas-là, je veux dire, avec les centaures, on ne peut pas y aller. Donc, voilà, moi je dis, il nous faut une candidature souverainiste unique. Voilà, pour cette élection présidentielle et pour les législatives, on partagera les circos, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. On trouvera un moyen de trouver un accord. Derrière, faut continuer après. Il faut le dire. Et ce qui est important, c'est que la candidature souverainiste, elle permet de résoudre les problèmes. On peut résoudre les problèmes de l'agriculture française en sortant du Mercosur pour éviter de détruire nos éleveurs, en faisant du protectionnisme, en réduisant les normes débiles qu'impose l'Europe à nos éleveurs et pas aux autres, en arrêtant la concurrence déloyale, c'est-à-dire en étant très ferme vis-à-vis des pays qui nous envoient des machins dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, Philippe, je t'interromps 2 secondes. Parce qu'en ce moment, il y a une rivalité Canada-États-Unis, hein, je pense que tu as suivi un peu. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai un peu regardé aussi, c'est que Mark Carney, donc le Premier ministre canadien, il a bien joué, mais là, les agriculteurs en France, ils ont rien vu parce qu'en fait, il a négocié avec Bruxelles en mars 2026 un CETA, donc le fameux accord canadien-européen qui a déjà été signé, ça on le sait, mais il a négocié en mars 2026 un CETA plus. C'est-à-dire que lui, il est un peu comme Trump, mais à l'image de son pays, donc le Canada. Pour lui, c'est le Canada first. Il en a un peu marre, entre guillemets, de l'hégémonie américaine. Quand même un mondialiste aussi, hein. Voilà, oui, non, mais tout à fait. Mais le problème, c'est que en signant cet accord CETA+, mais c'est l'enfer pour nos agriculteurs et nos éleveurs, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a plus de 90% des produits canadiens qui vont déferler quasiment sans droit de douane, quoi, sur l'Europe. Je le savais pas, tu vois, tu me l'apprends, je vais regarder ce truc, quoi. Regarde, tu vois, il a négocié ça, Carnet, en mars 2026, tout comme il a négocié avec la Chine en février-mars 2026. Et la Chine va se mettre à importer donc des véhicules chinois électriques au Canada. C'est pour ça que ça a provoqué un peu l'ire d'ailleurs de Donald Trump, parce qu'il voit d'un très mauvais œil effectivement que son voisin canadien se mette à commercer outrageusement avec la Chine. Et là, tonton Donald entre guillemets n'est pas content. Mais en tout cas pour l'Europe c'est catastrophique parce que ce CETA+,
ça ouvre encore plus les portes. Alors, tu ajoutes à ça ce que tu étais en train de dire, le Mercosur. Et là, je dis à nos agriculteurs, là, les gars, il va falloir se réveiller vraiment, hein, parce que là, si personne se réveille, c'est foutu. Hein. Bon, je te repasse la parole et ça va être un peu le mot de conclusion aussi. Alors, mon mot de conclusion, si tu veux, là aujourd'hui, on est dans un truc où les Français, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mirkovic, dont je lis le dernier bouquin. En fait, on est beaucoup dans la rage, dans la colère. Mais si on construit rien de collectivement dans l'opposition, dans la vraie opposition, et qu'on fait que brailler, il n'en sortira rien. Et on sera écrasé, quoi, par le système. Donc voilà. Il faut une création, travailler à du collectif sur du moyen terme, sur 5 ans, 6 ans, pour pouvoir nous en sortir. On ne s'en sortira pas. Sinon, ça, c'est fondamental. Brailler, dire sa colère sur les réseaux sociaux, on le fait depuis des années, ça aide à faire comprendre aux gens, mais ça ne permet pas de prendre le pouvoir et de changer les choses et de changer radicalement les choses en bien pour tout le monde. Donc voilà, il nous faut du collectif. Dernière chose que je voulais te dire, voilà, moi je vais, donc il y a un signe pour cette union des souverainistes, là, tout le monde sera à Arras, Nicolas Dupont-Aignan, moi-même, Florian Philippot évidemment qui invite tout le monde, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade, Pierre-Yves Rougiron, tout le monde y sera. Voilà. Donc Juan Branco aussi. Même Asselineau. Sauf Asselineau, évidemment. Il y a même Juan Branco qui vient, mais il n'y aura pas Asselineau. Donc voilà, la fête de la liberté de Dupont-Aignan le 19 aussi, il y aura beaucoup de monde qui sera invité de souverainistes. Donc voilà. Mais le but, c'est pas seulement de se réunir dans des meetings, dans des réunions publiques, de serrer la main, de discuter, d'échanger, c'est très sympathique. Mais le but, c'est de créer une union claire, des structures pour pouvoir agir dans le monde réel, pour pouvoir se présenter à la présidentielle, aux législatives ensemble, et pour pouvoir apporter un espoir. Hein, parce que de toute manière, c'est en faisant ça qu'on pourra se montrer, qu'on pourra montrer nos idées, les défendre devant les médias et pouvoir, à un moment donné, émerger. Eh ben, écoute, c'est bien. Non, je suis entièrement d'accord. Hein, c'est un beau projet parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, et là je dis on, effectivement, parce que je m'associe totalement à ce que tu viens de dire, si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira pas. Hein. On ne s'en sortira pas. Si on ne sort pas de Bruxelles en tant que capitale politique, si on ne sort pas de l'euro, de cette monnaie spéculative, et de l'OTAN, voilà, et si on sort pas aussi de l'OTAN, déjà, si on pouvait sortir déjà du commandement intégré, puis ensuite sortir totalement de l'OTAN, parce que c'est pas le tout de sortir du commandement intégré, il faut sortir aussi de l'ensemble. Eh bien, on ne s'en sortira pas. Faut le savoir, amis internautes. Hein, je veux dire, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que on va continuer et petit à petit, on va se fondre dans un État de plus en plus fédéral européen, comme le voudrait notre ami entre guillemets ami, bien évidemment, Bruno Le Maire, hein, qui nous a plombé. Qui a plombé le déficit de la France et je crois il nous a quand même collé 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Ouais, tout à fait. Et ils ont tellement aucune honte qu'ils veulent se représenter. Ce sont des guignols absolus. Et tiens, pour donner de l'espoir aux gens qui sont dans un désespérance totale aujourd'hui, maintenant, et qui sont dans le LOL, du coup. Si tu veux, quand même, la France, elle était envahie par les Anglais pendant des dizaines d'années, et finalement, il y a une personne du peuple qui est sortie, elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle a parlé au roi, ils se sont mis d'accord, et ils ont bouté les Anglais hors de France. Mais la France était dans une situation bien plus désespérée, bien plus horrible qu'aujourd'hui. La moitié de la population française était morte de faim ou de la peste, hein, si je me trompe pas. C'était la catastrophe. La France a été envahie par l'Allemagne. Ben, on a réussi à les bouter dehors, quoi. On a eu un homme qui est parti tout seul sur un bateau, sur un avion, avec son aide de camp qui s'appelait le général de Gaulle. Il y a plein de Français qui l'ont rejoint et on a fini par débarquer en Provence avec une armée majoritairement française et par reconquérir la France. Paris a été libéré, je vous rappelle, par la 2e division du maréchal Leclerc. Les Américains voulaient pas libérer Paris, ils voulaient partir en Hollande. Voilà, donc on a été capable de faire ça dans l'histoire. Donc voilà, on est capable maintenant, il faut qu'on boote l'Union européenne hors de la France, mais tout est toujours possible. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Voilà, absolument. Pas seul, voilà, de chacun d'entre nous. Absolument. Eh bien, Philippe, merci. Ce débat a été très intéressant.
à refaire. Écoute, ça sera à refaire de temps à autre, hein, sans problème. Amis internautes, un grand merci de nous avoir suivis. Et puis, quant à moi, je vous retrouverai mardi prochain. Et un grand merci aussi à Eric, notre ami Eric, qui lui est à la technique, comme vous le savez tous. Eh bien, les amis, donc bonne fin de soirée et à très vite. Thank you.